Du coup, bonjour, je suis Cécile Delagarde, je suis en premier semestre actuellement en anesthésie dans le service de Percy. J'ai été encadrée pour ce travail par le docteur Amandine Coé, et donc ce staff s'intitule Brigitte, la fille cachée de Céline sous le choc. Donc pour ça, je vais commencer par un cas clinique. Donc vous êtes au bloc opératoire. Un matin, vous recevez une dame de 39 ans pour une arthrodèse de L5-S1. C'est une femme ASA1 sans antécédents, qui a plusieurs antécédents chirurgicaux depuis quelques années, qui est G2-P2 et qui présente pas d'allergie mais une intolérance à la morphine et à ses dérivés. Alors l'intervention se déroule sans encombre. Initialement, on voit ici du coup la courbe de pression artérielle et en jaune on voit et là en gris on voit la fréquence cardiaque jusqu'au moment de la fermeture de la peau en fait où elle fait une hypotension majeure avec une PNI initialement imprenable. Quand elle est prise, elle a une PAM à 25 avec en parallèle du coup une tachycardie aux alentours de 140-150. Donc première question, donc pour vous quelles sont les causes d'hypotension à évoquer à ce stade de l'intervention? Vous pressez pas. Ouais, ok. Ouais, ouais. Oui, rachis. Pardon. Oui, un choc anaphylactique, un choc hémorragique. Ouais, c'était les deux grandes hypothèses du coup qu'on avait évoquées à ce stade-là. Euh, ouais, peut-être. C'était pas la première cause qu'on a évoquée. Ouais. Voilà, bah, c'est globalement ce qu'on avait évoqué nous aussi. Et donc qu'est-ce qu'on a fait initialement? Bah, il y a eu un appel pour du renfort, on a majoré la noradrénaline, il y a eu un remplissage qui a été majoré. On a demandé au chirurgien s'il savait beaucoup saigner, il avait dit ah oui, à peu près 1 litre. On avait fait un MOQ qui était aux alentours de 9. Donc le MAR a demandé de qu'on ferme rapidement et qu'on retourne la patiente. Elle était en génu pectoral du coup initialement pour la suite de la prise en charge. Au moment où elle a été retournée, du coup, on a réalisé une FAST pour voir s'il n'y avait pas un épanchement, s'il n'y avait pas un cœur droit aussi, il n'y en avait pas. Dans l'hypothèse du saignement, il y a eu de l'acide tranexamique qui a été mis en place, 1 gramme, et comme elle avait reçu du coup dans les 5-10 minutes avant du Sugamadex, dans l'hypothèse du choc anaphylactique, elle a reçu 0,1 mg d'adrénaline. Une fois qu'elle a été stabilisée quand même pour éliminer le saignement, elle a été envoyée au scan. Au scan, le matériel était en place. Il n'y avait pas de saignement mis en évidence. Donc la patiente a été transférée en réanimation par la suite. Elle a été sevrée en noradrénaline au bout de 12 heures et elle est rentrée sans encombre à la maison. Après, elle a été transférée au bout de 24 heures et elle allait bien par la suite. Dans l'hypothèse du coup quand même de cette allergie, parce que du coup comme il n'y avait pas de saignement qui a été retrouvé, elle a été envoyée en bilan allergo 1 à 2 mois plus tard, 2 mois plus tard je crois. Et du coup, quand on a repris les histoires de ses chirurgies, en fait, on s'est rendu compte que au niveau de sa chirurgie de 2017, elle s'était réveillée avec un prurite intense. Pendant sa chirurgie de 2020, elle avait eu le même prurite, plus une hypotension qui n'avait pas été complètement expliquée. On n'a pas retrouvé les comptes rendus opératoires et les comptes rendus d'anesthésie, donc on n'a pas pu trop expliquer. Mais donc elle avait eu à cette époque-là une batterie de tests allergiques qui avaient été faits, de prick tests qui étaient tous revenus négatifs, mais le Sugamadex n'avait pas été testé à cette époque-là. Donc nous, l'allergologue de l'hôpital a repris tous les traitements qu'elle avait reçus en opératoire, elle les a tous testés, dont le Sulgamadex, qui est le seul à être revenu avec des prick tests positifs. Elle l'a retesté comme c'était quelque chose de rare pour vérifier. Il est revenu de nouveau positif. Et par contre, quelque chose qui était un peu bizarre, c'est que la tryptase et l'histamine étaient négatifs en dehors d'une histamine à H+1 qui était très légèrement positive. Mais en discussion entre les anesthésistes réanimateurs et l'allergologue, il reste quand même sur l'hypothèse diagnostique principale de l'allergie au Sugamadex, en expliquant probablement qu'on a eu un problème de transport des tubes et qu'en en fait il y a probablement une dégradation de la tryptase et de l'histamine dans les tubes avant qu'ils soient techniqués. Voilà, et du coup ils sont en train d'étudier ça pour que ça ne se reproduise pas. Euh, donc vous l'aurez compris, du coup mon staff ça sera sur l'hypersensibilité au Sugamadex, savoir si c'est fréquent, si ça existe et s'il y a lieu de s'inquiéter. Donc rapidement je vais reprendre ce que c'est le Sugamadex. Du coup c'est une molécule qui est faite pour décurariser, pour antagoniser la curarisation du rocuronium et du vérocuronium. Donc en fait c'est une cyclodextrine qui va encapsuler une molécule de Sugamadex va encapsuler une molécule de rocuronium. C'est pour ça qu'en fait on l'utilise à des doses différentes en fonction de la profondeur de la curarisation. Donc ici, j'ai repris rapidement la RFE de l'ASFAR qui nous réexplique du coup que si initialement le patient il est inventilable, inintubable et qu'il a été curarisé avec du rocu,
faut lui faire des doses de Sugamadex à 8 à 16 mg kg. Et si c'est plus tard dans la chirurgie, on va utiliser le train of 4 à l'abducteur du pouce, qui s'il est égal à 0, on va faire une contraction post-tétanique. Si elle est égale à 0, on va dire l'anesthésie. Si la contraction post-tétanique est à 1 ou 2, on fait la dose de 4 mg kg. Et si le TOF est supérieur ou égal à 2, on fait du Sugamadex à la dose de 2 mg kg. Donc on a parlé du Sugamadex, maintenant on va parler du risque anaphylactique en anesthésie dans sa globalité. Alors il faut savoir que c'est quelque chose qui est, en termes d'incidence, le risque anaphylactique péro-opératoire, il est hyper variable en fonction des séries. Dans ce que j'ai lu, il y a des séries qui vont dire des chiffres aux alentours de 1 sur 500 et d'autres qui vont aller jusqu'à 1 sur 20 000. Alors ça dépend des pays dans lesquels c'est étudié, de leur pratique anesthésique, ce qu'ils utilisent comme molécule, ça dépend de plein de choses. Alors du coup, moi j'ai repris une des dernières études du GERAP qui est sortie en France en 2017, qui disait à peu près qu'en France on était aux alentours de 1 sur 10 000, mais qu'avec les données perdues, on pouvait plutôt être aux alentours de 1 sur 5 à 6 000 anesthésies qui avaient une anaphylaxie. Alors, les molécules les plus souvent impliquées en France, ça sera en première position les curares, avec en chef de file du coup la succinylcholine. La deuxième cause, c'est les antibiotiques aux alentours de 20%, et en troisième position, ça serait les colorants. Voilà, et ça a changé ces dernières années. Il y a 20 ans, c'était plutôt le latex, et ce qui a tendance à beaucoup baisser. Par contre, une fréquence qui se retrouve à peu près dans toutes les séries, des pays développés, donc que ce soit aux États-Unis, en France, en Angleterre, au Japon, au Danemark aussi, on retrouve en fait un taux de décès qui est aux alentours de 4% dans les chocs anaphylactiques, et même s'il est pris en charge de manière optimale. Donc ça reste quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. Alors, pour reparler du risque anaphylactique en anesthésie, j'ai appris la dernière étude qui est sortie en 2018, c'est une grosse étude anglaise qui s'appelle NAPSIX, qui était une étude prospective observationnelle sur 1 an, qui demandait à tous les services qui faisaient de l'anesthésie générale en Angleterre, de dire toutes les semaines s'ils avaient eu une anaphylaxie, et au moins grade 3, ils voulaient des choses que ça soit cliniquement significatif, et du coup des choses qui mettaient en jeu le pronostic vital, et donc savoir, et leur but c'était pareil, c'était de savoir un peu la fréquence et quelles étaient les molécules les plus en cause. Donc ils ont retrouvé 412 cas sur environ 3 millions d'anesthésies étudiées, donc ils ont retrouvé une incidence à 1 sur 12 000, mais là aussi ils arrivaient à critiquer leurs chiffres en disant qu'il y avait un risque de perte de vue, et que du coup on pouvait majorer ça de 70%, et on retrouvait du coup le 1 sur 6 000 de tout à l'heure. Et ils retrouvaient par contre en première cause en termes de chiffres les antibiotiques, en deuxième cause les curares, tout simplement parce qu'en fait on utilise moins souvent de curares que d'antibiotiques en péro, et en troisième cause du coup la chlorhexidine. Alors voilà, donc du coup on a parlé du Sugamadex, on a parlé de l'anaphylaxie en général, donc savoir est-ce que, comme notre patiente, est-ce que ça existe les deux ensemble. Donc il faut savoir qu'initialement, au moment de la commercialisation du Sugamadex aux États-Unis, donc la Food and Drug Administration, qui est à peu près l'équivalent, si j'ai bien compris, de notre ANSM, a refusé initialement la licence de commercialisation du Sugamadex. Et pour quelles raisons ? En fait, pour des raisons du coup de risque allergique, parce qu'au moment du dossier de candidature, il y avait 31 cas d'hypersensibilité qui avaient été notés, et donc ils ont demandé des études plus approfondies pour pouvoir autoriser cette commercialisation dans leur pays. Donc, pour commencer, je vais vous présenter cette étude. C'est une étude qui recherche du coup l'hypersensibilité chez le volontaire sain. Donc, c'est une étude qui a été faite en 2014 aux États-Unis. Du coup, ils ont fait un essai contrôlé randomisé multicentrique où ils ont pris 375 volontaires sains. Il y en avait une partie à qui ils donnaient du Sugamadex 16 mg kg 3 fois de suite à 30 jours d'intervalle, un où ils donnaient 4 mg kg à 30 jours d'intervalle, et un où ils donnaient un placebo. Et donc en parallèle, ils regardaient du coup les réactions d'hypersensibilité, et ils ont mesuré les IgG, les IgE et l'abtryptase. Et qu'est-ce qu'ils ont retrouvé ? Ils ont retrouvé 25 sujets sur les 375 qui ont fait une réaction d'hypersensibilité. Donc on voit ici, du coup, ici on a tous les sujets, ici on a les moments de l'injection, et on voit les points blancs, c'est pas d'hypersensibilité, les points verts, c'est hypersensibilité légère, points bleus, hypersensibilité modérée, et points rouges, hypersensibilité sévère. Avec une anaphylaxie. Donc en fait ce qui est intéressant de voir ici, je trouve, c'est qu'en fait il y a certains patients qui ont fait, sans jamais avoir rencontré le produit, une hypersensibilité initiale, puis quand n'ont pas refait derrière,
d'autres qui n'en ont pas fait au début, puis qui en ont refait après, puis qui n'en ont pas refait. Et il n'y a pas de majoration en fait, de la gravité, comme on peut voir dans certains cas d'anaphylaxie. On n'a juste pas pu étudier du coup ensuite le seul cas grave, parce que ils n'ont pas voulu prendre le risque de le réinjecter, quoi. Donc cette étude, qu'est-ce qu'elle a montré? Elle a montré que pour la dose de 16 mg kg, en tout cas par rapport au placebo, on avait clairement un risque majoré d'hypersensibilité avec le Sugamadex, qui était significatif. Avec la dose 4 mg kg, on avait un risque majoré, mais qui était non significatif, avec un intervalle de confiance qui comprenait 0. Et du coup, ces hypersensibilités étaient retrouvées sans exposition préalable. Alors il faut savoir par contre que la tryptase et les IgE, les IgG ont toujours été négatifs dans cette étude. Donc ça, c'est une deuxième étude qui a été réalisée à peu près sur le même schéma, chez le volontaire sain, et du coup je la présente juste parce qu'en fait ici ils ont essayé de chercher à voir s'il y avait un effet dose, donc savoir si justement s'il y avait plus de risque avec le 16 mg kg qu'avec le 4 mg kg ou le 2 mg kg, et dans ce cas-là ils ont trouvé du coup justement un effet dose pour des plus grosses doses de Sugamadex. Ici ils ont fait des prick tests en plus, qui ont pour la plupart été négatifs, il n'y en a que 2 sur 130 je crois, qui ont été positifs. Et c'était pour les 2 cas les plus graves de la série. Voilà, donc globalement, ces études sur le volontaire sain nous disent quoi? Elles nous disent environ une incidence de l'hypersensibilité à 1 sur 20, ce qui est beaucoup, une incidence de l'anaphylaxie à 1 sur 150, mais en soi, on s'en fiche un peu. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'en péropératoire, nos patients ils sont à risque d'anaphylaxie? Donc est-ce qu'il y a des pays ou des séries qui s'y sont intéressés? Donc oui, il y a le Japon qui a tiré la sonnette d'alarme avec plusieurs études. La première, c'est une étude du coup monocentrique qui est sortie en 2018, qui était du coup réalisée sur 15 000 anesthésies générales, où du coup ils recherchaient dans les dossiers des patients à savoir s'il y avait eu des anaphylaxies, et auquel cas, et savoir si c'était lié à une injection de Sugamadex. Alors, l'un des biais principaux de cette étude, c'est qu'il n'y a pas eu de test de validation, c'était uniquement sur des critères diagnostiques cliniques d'anaphylaxie, et de savoir si dans les 5 minutes précédentes, il y avait eu une injection de Sugamadex ou pas. Ils ont retrouvé 6 cas, ce qui faisait une incidence à 0,04 environ %, ce qui est à peu près l'équivalent de ce qui est retrouvé pour la succinylcholine. Donc ce qui est assez inquiétant malgré les biais évidents de cette étude. Ils en ont fait d'autres, du coup ils ont fait cette étude, qui est une étude rétrospective qui était sur l'année 2016, qui est sortie en 2018, sur 14 hôpitaux japonais, une étude rétrospective également, où là ils cherchaient à savoir en fait quelle était là ils ont pris juste tous les cas d'anaphylaxie qu'ils ont retrouvés, qu'avaient des tests de validation, et à savoir quelles étaient les molécules les plus en cause. En première position, ils ont retrouvé les antibiotiques, et en deuxième position, devant les curares, ils ont retrouvé le Sugamadex. Donc voilà, à hauteur de 28% des anaphylaxies. Ensuite, encore au Japon, ça c'est une étude qui a fait beaucoup parler d'elle, c'est une étude qui est sortie dans le BJA en 2018 également. C'est une étude multicentrée rétrospective observationnelle sur 50 000 anesthésies, où en fait le but là c'était d'évaluer, de comparer l'incidence de l'anaphylaxie entre le Sugamadex et la néostigmine. Alors ils ont comparé certes, mais avec en fait 30 000 injections de Sugamadex contre 3 000 de néostigmine. Donc ils ont retrouvé 6 cas d'anaphylaxie au Sugamadex qui faisait une incidence à 0,02, donc l'équivalent au rocuronium, et ils concluaient en plus si rocuronium plus Sugamadex, du coup ça faisait une incidence supérieure à celle de la succinylcholine, et ils concluaient plus anaphylaxisant que la néostigmine. Sauf qu'en fait, même s'il y avait une incidence à 0,02 de la néostigmine, il faudrait au moins 5 à 6 000 expositions, donc c'est quand même assez... c'est difficile de conclure. Mais bon, si on reprend les cas qui ont été retrouvés dans cette étude, ce qui est intéressant de voir, c'est que du coup, ces 6 cas, dans 4 sur 6 au moins, voire 5, n'avaient jamais été exposés au Sugamadex au préalable. C'était des anaphylaxies qui étaient quand même relativement sévères, avec des PAM aux alentours de 40, chacun, sauf le dernier, avait des signes cutanés associés. Et aussi pour ceux pour qui ça avait été dosé, on voyait que la tryptase et l'histamine étaient augmentées. Et tout ça, c'est des cas du coup, qui ont été validés par prick test derrière. Donc voilà pour cette étude. Et du coup, maintenant qu'on a parlé beaucoup du Japon, savoir est-ce que dans d'autres pays, on retrouve la même chose. Donc ici, ça a été l'étude qui a permis en fait la commercialisation du Sugamadex aux États-Unis.
Donc c'est une étude rétrospective qui a repris tous les essais de phase 1, 2, 3 de commercialisation de ce produit, qui avait pour but du coup de déterminer si le Suganex était plus hypersensibilisant ou pas que le placebo, donc, et savoir s'il y avait une forte incidence ou pas. Donc ils ont repris les 3000 et quelques, 3200 patients qui avaient reçu dans ces essais le Suganex, et ils ont comparé du coup ensuite au placebo et à la néostimine pour voir s'il y avait du coup une majoration de l'incidence de l'hypersensibilité ou de l'anaphylaxie. On voit ici que tous les intervalles de confiance en fait comprennent 0 et c'est jamais significatif en fait. Donc du coup ils ont conclu pas de majoration du risque anaphylactique. En parallèle, dans cette même étude, ils ont fait une étude post-marketing du coup, parce que du coup dans la plupart des pays c'est sorti en 2018 le Sugamadex, et du coup voir si il y avait eu beaucoup de cas qui avaient été publiés ou de rapports faits à la pharmacovigilance sur des anaphylaxies liées à ce produit. Donc ils ont retrouvé 155 cas d'hypersensibilité sévère et 273 cas d'anaphylaxie, ce qui fait une incidence hyper faible à 0,027%. Par contre, il y a certains auteurs qui ont publié ensuite sur cette étude et qui disaient mais en fait les cas envoyés à la pharmacovigilance c'est extrêmement faible, on peut considérer que c'est quasiment 10% de la réalité, donc ça fait 0,02%. Alors, on en dit ce qu'on veut, mais en tout cas ce qu'ils ont retrouvé eux c'était très faible. L'étude NAPSIS qu'on a présentée tout à l'heure, l'étude prospective anglaise, eux ils ont retrouvé un seul cas sur 64 000 expositions, et ce qui faisait une incidence également très très faible à 0,016% d'anaphylaxie au Sugamadex en Angleterre. Alors, par contre, du coup, maintenant qu'on a dit beaucoup de chiffres d'incidence, il faut savoir que c'est quand même un événement épidémiologique rare, mais grave, l'anaphylaxie, donc c'est assez difficile de faire des études dessus et d'avoir des chiffres vraiment concordants dans toutes les séries. Et par contre, on peut expliquer quand même la différence entre ces chiffres japonais et ces chiffres anglais par plusieurs raisons. Parce que par exemple, au Japon, en fait, ils antagonisent leur curarisation quasiment dans plus de 90% des cas avec du Sugamadex, alors qu'en Angleterre, ils antagonisent dans plus de 90% des cas avec de la néostigmine. Ils antagonisent aussi plus souvent au Japon qu'en Angleterre, et au Japon, ils utilisent dans 95% des cas du rocuronium, alors qu'en Angleterre, c'est plutôt 10% de succinycoline, 48% d'atracurium et 38% de rocuronium. Ce qui m'a l'air de ressembler un peu plus à ce qu'on fait nous chez nous. Et pour quelle raison du coup déjà, pour l'utilisation du Sugamadex, ça coûte très cher. Pour 200 mg de Sugamadex, ça coûte 90 $, alors que l'équivalent en néostigmine, dans ce que j'ai trouvé, c'était à peu près 4-5 $. Mais là où il faut faire attention, c'est qu'en fait, en 2023, le brevet du Sugamadex, il va tomber dans la plupart des pays occidentaux. Donc on risque d'avoir une baisse des prix et donc une majoration de son utilisation au bloc opératoire. Et donc, qui dit majoration de son utilisation, dit majoration du risque anaphylactique péropératoire s'il existe. Donc c'est pour ça qu'il faut y faire attention. Après, il y a une autre raison, peut-être au Japon, qui explique que les gens ont fait des réactions anaphylactiques même sans avoir été exposés au préalable. C'est qu'en fait, ils ont probablement plus d'extrines dans leur alimentation qui ressembleraient potentiellement au Sugamadex et donc qui auraient fait des sensibilisations préalables. Voilà. Après, ce topo, c'est pas pour dire que le Sugamadex c'est super nul et qu'il faut arrêter de l'utiliser, parce qu'il faut savoir que dans plusieurs études, dans plein de méta-analyses, ça a prouvé que ça faisait moins de décurarisation résiduelle que la néostigmine, ça faisait moins de complications pulmonaires, ça mettait moins de temps pour décurariser, ça faisait moins de bradycardie, moins de NVPO. Par contre, ça a prouvé que du coup, ça faisait un peu plus d'anaphylaxie. Donc, en conclusion, je dirais que on n'est pas vraiment sûr de l'incidence de cette anaphylaxie au Sugamadex, on n'est même pas sûr de son mécanisme, mais en tout cas, on sait qu'il y a des cas qui existent. Il y a des cas d'anaphylaxie, il y a des cas d'hypersensibilité, qu'à la tombée du brevet, il va y avoir une augmentation de l'utilisation en France, et donc il faut être au courant que ça existe et pouvoir l'évoquer en paire opératoire pour le prendre en charge correctement. Et que je rajouterais aussi que comme certaines études suggèrent un effet dose, il faut bien faire attention à suivre les recommandations en fonction de la profondeur de la curarisation pour éviter de majorer justement ces risques d'hypersensibilité, et que du coup, comme dans toute molécule qui est relativement récente, qui a moins de 20 ans, il faut continuer à faire attention et à rester ouvert quant au risque d'effets indésirables graves.